Bien, bonjour. C'est le dernier cours de la saison 2016. Alors, pour le préparer, bon, j'ai des choses un peu nouvelles, mais jusqu'à présent, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, j'ai du matériau que je repousse d'une séance sur l'autre. Là, je ne pourrais pas. Et puis, j'ai été regarder dans les cours des années précédentes. Je me suis dit, mais ça, je n'ai pas encore parlé, ça, il faut, ouais, je ne peux pas en parler, etc., etc. Alors, je vais essayer de foncer sur la première partie, puisque, en fait, ce sont des choses qui sont développées plus largement pour ceux que ça intéresse dans les cours des années précédentes. Voilà. Et puis après, je raconterai un peu quelques bêtises nouvelles dans la deuxième partie. Le titre aujourd'hui, c'est Au-delà de la vérité. Que se passe-t-il quand on mélange les médias sociaux et cette société au-delà de la vérité que nous commençons à connaître? Mais pour commencer, vous avez remarqué quand même qu'à chaque fois, j'essaie de parler de choses d'actualité, de choses qui se font, qui ont un lien avec le moment où on fait le cours. Et là, c'est le calendrier de l'Avent du domaine public. Alors, vous savez, c'est un calendrier de l'Avent. Tous les jours, on ouvre une petite case et on découvre une friandise. Là, en l'occurrence, c'est le calendrier de l'Avent du domaine public. Donc, tous les jours, il y a une petite case qui est ouverte. Et la friandise, c'est un auteur qui entre dans le domaine public à l'échelle du monde. C'est organisé par l'association Savoir commun, avec des tas de partenariats, notamment des bibliothèques et des choses comme ça. Ce sont donc des gens qui vont rédiger des fiches sur chaque auteur. Alors hier, c'était H.G. Wells, l'auteur de La guerre des mondes, de L'homme invisible, un des pères fondateurs de la science-fiction, avec Jules Verne, qui est décédé en 1946. Alors pourquoi c'est important ? On entre dans le domaine public au 1er janvier en général, d'où la notion de calendrier de l'Avent. Pourquoi c'est important de penser le domaine public? Cas général, on pense la propriété intellectuelle du point de vue d'une période assez courte, qui est la période de propriété, justement. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que doivent devenir les œuvres. Finalement, les œuvres qui méritent. Leur véritable vie, c'est d'entrer dans le domaine public. Donc se pose la question de quand et comment ces œuvres peuvent-elles entrer dans le domaine public. Voilà. Ça dépend aussi de la définition qu'on va donner du domaine public. Moi, j'aime bien la définition de l'association européenne qui s'appelle Communia, qui dit c'est toutes les œuvres qui sont de libre réutilisation, soit parce qu'elles appartiennent au domaine public, disons, chronologique, traditionnel, c'est-à-dire à l'heure actuelle, 70 ans après le décès d'un auteur, soit parce que les auteurs ont décidé de les placer sous un régime qui ressemble au domaine public, c'est-à-dire principalement le régime des Creative Commons. Voilà. Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle principalement de la notion de propriété intellectuelle. Alors, c'est une vieille histoire. Quand c'était la propriété de la terre qui était essentielle, quand c'était la culture, l'agriculture qui nourrissait les gens et qui était le seul lieu vraiment d'extraction, les questions de propriété de la terre étaient essentielles. Et puis, quand on a eu l'industrie, c'était la propriété des moyens de production. Et donc, on avait des lois qui favorisaient l'usage par le propriétaire des moyens de production, y compris dans un premier temps, on a pensé que les ouvriers étaient un moyen de production qui appartenait aux propriétaires, d'où certaines régions avec des corons, avec des gens qui géraient y compris toute la vie de l'ouvrier. Puis il y a eu émancipation de ces ouvriers face à cette propriété des moyens de production. Il y avait même ce rêve de faire que les travailleurs soient des coopérateurs de leurs moyens de production, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de propriétaires des moyens de production. Aujourd'hui, on entre dans la société de la connaissance. Et donc, les questions de propriété dite intellectuelle sont le moteur économique de cette société de la connaissance. Et il y a un rêve aussi qui est que la connaissance soit libre, que la connaissance soit partagée. Alors, certes, il y a un moment donné, il faut trouver un modèle économique pour faire vivre les producteurs de connaissances. Je crois que ce n'est pas la première fois que je le dis dans ce cours. Mais est-ce que ce modèle doit être celui de la propriété ? Sachant que quand je dis ça, bien évidemment, les questions de propriété des moyens de production d'une part et des propriétés de la terre restent quand même des questions centrales. Nous mangeons, malgré tout l'immatériel dans lequel nous vivons, nous mangeons tous les jours. La proposition que je trouve la plus intéressante, c'est celle de Jean Zay,
qui est ici en photo, qui était ministre de la Culture et de l'Éducation du Front populaire, qui a ensuite été assassiné pendant la guerre, qui a été vilipendé et qui est rentré au Panthéon il y a 2 ans. Et ce qui est chose très étonnante, quand il est entré au Panthéon, on a parlé de beaucoup de choses autour de l'œuvre de Jean Zay, mais pas de sa proposition de loi et de son travail sur le droit d'auteur. Que disait-il en substance? Et je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête, parce que c'est une bonne approche, à mon avis, de ces questions. Il disait en substance, attendez, c'est un travail. C'est un travail, l'auteur a travaillé pour faire ça, donc il doit avoir un droit qui dépend du droit du travail et pas du droit de la propriété. C'est un droit sui generis qui s'appelle le droit d'auteur. Et à partir de ce droit-là, il peut négocier effectivement le revenu de son travail. Alors c'est intéressant, d'une part parce que ça pose le problème qu'on n'a pas forcément besoin de la propriété pour penser la rémunération des auteurs, mais deuxièmement, nous vivons une époque où il y a beaucoup d'amateurs, où il y a énormément de production amateur. Wikipédia, par exemple. Enfin, bon, et à partir de ce moment-là, ces amateurs ne demandent pas forcément une propriété sur leur œuvre, ni même une rémunération, un échange économique autour de leur œuvre. Donc il faut qu'on soit capable de repenser le droit d'auteur et plus généralement les autres propriétés intellectuelles à partir de cette réalité d'une production par des amateurs et des capacités de diffusion par d'autres amateurs. Alors comment on accède au domaine public? Je disais c'est 70 ans après le décès, mais avec des règles excessivement complexes, qui changent selon les pays, qui changent selon qu'on est mort pendant une période de guerre, etc., etc. Mais aussi appartient au domaine public tout ce qui ne relève pas du droit d'auteur, c'est-à-dire par exemple les données, les théorèmes de mathématiques, les découvertes. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça qui n'appartiennent directement au domaine public. Et enfin, il y a toutes ces exceptions. Aux États-Unis, on parle du fair use, de l'usage légitime, qui dit, attendez, les connaissances ont été produites, comment on s'en sert pour maintenant alors, par exemple, pour la santé, sur les médicaments, donc il y a des licences légales qui peuvent être établies pour se servir de médicaments quand ils guérissent des populations, quand il y a des épidémies, mais pour la culture aussi, et l'outil principal de réalisation de ce droit du fair use, c'est les bibliothèques. C'est-à-dire comment penser que les bibliothèques, elles ne sont pas là uniquement pour gérer le domaine public, elles sont là pour faire que même les œuvres en vente, même les œuvres du marché, soient aussi des œuvres qui soient accessibles à tous. Alors c'est pour ça qu'à mon sens, il est vraiment essentiel de défendre le domaine public. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. On s'aperçoit au travers d'un système qui s'appelle le copy-fraude. Le copy-fraude consiste à dire, eh bien comme j'ai travaillé à partir du domaine public, je vais rajouter une couche de droit. Par exemple, si j'ai numérisé des œuvres du domaine public, la version numérisée, elle n'est plus dans le domaine public. Donc là, on rajoute des couches de droit, et aujourd'hui, c'est un peu une plaie, notamment, et c'est très contradictoire, parce qu'il y a des bibliothèques dont le métier, c'est de faire comme si tout était dans le domaine public, et qui, dans leur pratique, rajoutent des couches de droit, copyright, BNF, pour une numérisation d'une œuvre qui date du XVIIe siècle. Puis sans parler du langage. Est-ce que vous diriez qu'on est tombé au Panthéon? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans le domaine public? Quel est ce langage qui veut dire que si une œuvre est dans le domaine public, elle serait tombée de quelque chose, tombée de son piédestal, alors qu'au contraire, on va pouvoir avoir un plus grand usage encore de cette œuvre dans la société, si cette œuvre le mérite. Voilà. Et c'est ça qui est la seule chose importante, c'est est-ce que ces productions culturelles méritent? Voilà. Alors ça nous permet de réfléchir ça à ce que c'est que le droit d'auteur. Le droit d'auteur, selon les extrémistes du droit d'auteur, est considéré comme un droit de propriété inaliénable. Pour moi, c'est un accord social, c'est un arrangement social, c'est un équilibre en fait qui s'établit entre le fait qu'il faut bien faire vivre les auteurs, particulièrement d'accord, et que les connaissances sont destinées à construire des sociétés nouvelles. Donc comment est-ce qu'on construit les sociétés sur les connaissances acquises? Voilà le véritable métier du droit d'auteur, ce sur quoi il nous faut aujourd'hui d'ailleurs remettre sur le métier, comme diraient les artisans, parce qu'avec cette multiplication des moyens de diffusion d'une part et ce travail des amateurs d'autre part, les conditions ont changé. Voilà. Bon, j'insiste pas, le message est assez clair. Alors,
derrière cette idée des Creative Commons, il y a Commons, les communs. Le domaine public, c'est un aspect des communs de la connaissance, mais plus généralement, on voit renaître, il y a une renaissance des communs. C'est l'idée que les communs, c'est ce que nous avons ensemble, par exemple la biosphère, par exemple les océans, par exemple l'Antarctique, par exemple l'orbite géostationnaire, celui où il y a les satellites de télécommunications, etc. Et puis il y a ce que nous faisons ensemble, ce qu'on décide de faire et de construire ensemble, qui est destiné à être partagé. Là, il y a des choses de l'espace naturel, par exemple les jardins partagés dans les villes, mais il y a aussi des choses qui appartiennent à l'espace intellectuel, à l'espace immatériel. C'est ce qu'on appelle les communs de la connaissance. Alors voilà, les communs, j'ai écrit un livre sur la question, donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, puis j'ai fait un cours complet l'année dernière, donc de 2 heures, donc vous pouvez aller regarder. Mais globalement, c'est quand on a une ressource que l'on veut partager, comment les gens s'organisent pour le faire. Ce n'est pas acquis, le partage. Et un des mythes qui existe avec le numérique, c'est le mythe qu'on peut le reproduire pour un coût marginal qui tend vers 0, et que donc il y aurait abondance du numérique. Puis la réalité, celle dont on s'aperçoit après quelques années d'expérience, c'est que non, pas du tout. Pour qu'un système marche, il faut continuer à le maintenir, à le développer. S'il marchait sur un ordinateur, moi j'ai créé des hypertextes que j'aimerais bien pouvoir regarder, notamment un sur la reconstruction de Caen avec des étudiants il y a 20 ans, il n'est plus lisible, il ne marche plus, voilà, parce qu'il n'a pas été entretenu. Donc les communs, c'est aussi comment on entretient les choses, donc c'est une relation sociale. Comment se construit la gouvernance qui permet le partage. Il y a eu un prix Nobel, enfin, le prix de la Banque de Suède, ce qu'on appelle tous le prix Nobel d'économie par résumé, qui a été attribué à la théoricienne des communs institutionnels, ce qui est Elinor Ostrom, par ailleurs première femme à obtenir un Nobel d'économie, donc ce prix de la Banque de Suède, en 2009. Voilà. Donc c'est bien montré qu'il y a un retour de cette idée que tout ne sera pas marchandisé, qu'il y a des tas de choses qui appartiennent au commun et qui sont gérées en commun par qui? Voilà la principale question qu'on peut se poser. Alors si on regarde Wikipédia, typiquement c'est un commun, il n'est pas appropriable, personne ne peut mettre la main dessus, ça grâce à la licence qui a été utilisée. S'il venait à l'idée absurde de quelqu'un de dire maintenant Wikipédia c'est à moi, à cause de la licence, du caractère juridique de cette licence, qui est la licence Creative Commons, attribution partage à l'identique, by SA, eh bien, quelqu'un ferait une copie de la base de données et puis on continuerait d'avoir Wikipédia dans le commun. Voilà. Donc, typiquement, là, on a des formes de gouvernance. Après, c'est pas simple. N'importe qui pouvant écrire dans Wikipédia, il faut bien avoir une organisation qui vérifie que c'est crédible, que c'est équilibré, qu'il y a une neutralité de l'information, que le style correspond bien à celui d'une encyclopédie, etc., etc. Qui dit organisation dit malheureusement encore et toujours bureaucratie. Il n'y a rien qui est parfait. Ce n'est pas le monde des bons et le monde des méchants. C'est le monde de comment on va fonctionner ensemble. Et dans Wikipédia, il y a aussi des gens qui luttent contre cette bureaucratie et qui essayent de préserver l'idée que en fait, ce commun, il peut s'élargir sur tous les sujets, donc il n'y a pas besoin de regrouper, d'empêcher, etc. Et puis, il y a sans arrêt des gens qui accèdent à la production de ce commun. Donc vous, par exemple, dans vos exercices, voilà, vous allez rencontrer certainement des blocages, des gens qui ne vont pas vouloir, mais on va apprendre, on va se mettre en œuvre. Et ça, à mon sens, ça doit être une mission pédagogique des administrateurs de Wikipédia, d'aider les nouveaux venus à franchir le premier pas pour construire cette immense et merveilleuse encyclopédie. Je voudrais juste savoir si vous avez tous versé vos 2 €, tous sauf ceux qui ne se servent pas de Wikipédia, hein. Mais si vous vous en servez, ça vaut le coup d'entretenir ce système-là. Il y a un autre commun comme ça qui est OpenStreetMap. Vous savez que la géographie, la cartographie, c'est bien sûr une description physique des endroits sur la Terre, la surface de la Terre, mais c'est aussi toute une description intellectuelle. Est-ce qu'à tel endroit, il y a un bâtiment, un restaurant, combien d'étages fait le bâtiment? Est-ce qu'il y a des défibrillateurs, etc., etc. Est-ce qu'il y a des points d'eau? Et ça, ce commun de la cartographie, vous pouvez participer, tout le monde peut rajouter de l'information sur le fond de carte, c'est-à-dire pour remplir l'information. À tel point que, par exemple, les pompiers du département du Nord ont choisi OpenStreetMap comme leur carte embarquée parce qu'ils ont pu rajouter dessus
tous les points d'eau qui éventuellement leur seraient utiles en cas d'incident. Bon, je fonce, hein, je vous dis, il y a un cours qui est déjà entièrement là-dessus dans ceux de l'année dernière. Autre élément dont je n'ai pas eu le temps encore de parler et qui est quand même très important, c'est l'Internet des objets. Hein, c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir en fait une multiplication de capteurs susceptibles de se connecter entre eux, ce qu'on appelle un mesh network, de fabriquer un réseau à partir de ces points isolés, et puis ce réseau-là va être capable de se connecter à l'Internet pour envoyer en permanence des informations d'un capteur. Alors c'est quoi un capteur? Ben, ça peut être par exemple un capteur de pollution qui est installé dans les villes. Mais ça peut être aussi malheureusement des caméras, ça peut être des caméras de surveillance, ça peut être votre frigidaire qui va savoir si tel et tel produit est toujours présent dans le frigidaire, ça peut être un capteur dans la voiture qui estime qu'il est temps d'aller faire vérifier votre moteur chez le concessionnaire. Je n'ai pas dit chez le garagiste, parce qu'on construit comme ça avec ces capteurs des chaînes entières, des systèmes fermés. Bon, voilà. Donc il y a derrière cette idée de l'Internet des objets, il y a des choses qui pourraient être utiles, connaître la pollution, avoir de l'information. Elle est d'autant plus utile si cette information est partagée par tout le monde. Comme ça, on aurait su que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières. Et puis des informations qui peuvent être dangereuses parce qu'elles peuvent être utilisées pour la surveillance des individus. Par exemple, le fait que les thermostats Nest de l'entreprise Alphabet, vous savez, c'est le holding maintenant de Google, et ben ces thermostats-là, ils permettent de savoir quand est-ce que vous êtes chez vous, quelles sont vos pratiques, quelle est votre consommation, et donc de vous pousser sur votre Gmail de l'autre côté une publicité qui serait adaptée à vos pratiques, au moment où vous êtes chez vous ou au moment où vous êtes au travail ou en vacances. Alors derrière, techniquement, il y a aussi l'idée avec l'Internet des objets qu'on a des machine-to-machine, c'est-à-dire on n'est plus dans l'interface homme-machine, donc toutes les questions d'ergonomie que vous avez pu voir dans les cours spécifiques de création de sites web et tout ça, mais on est dans de la normalisation de langage d'échange. Les machines se parlent entre elles et donc on a des algorithmes d'utilisation d'informations qui ne sont pas réfléchies par des humains mais produites automatiquement par des machines qui participent à ce surplus d'informations. Dans la ville, certains appellent ça la smart city, la ville intelligente. D'autres disent c'est une ville du gaspillage parce qu'on a une information que de toute façon on ne sait pas traiter. Je laisse le choix. C'est vrai qu'il y a en fait l'enjeu, c'est pas uniquement de savoir est-ce que ces objets en eux-mêmes sont dangereux, c'est quelle est la politique d'encadrement que nous choisissons tous ensemble pour ces objets-là. Et si on le laisse le choix de décider de qui met les objets, qui s'en sert et pour faire quoi à des entreprises spécialisées et verticales sans que le citoyen puisse avoir quelque chose à dire, alors c'est sûr que ça tournera mal. Parmi ces objets, il y en a un qui est important pour la logistique, c'est les RFID. L'idée que chaque objet puisse être marqué par un... Alors on peut avoir dans les habits un petit RFID qui, voilà, ça sert à la logistique. Mais ça peut servir aussi à tracer les gens, comme dans le film Minority Report, un film de Steven Spielberg, où la personne se fait reconnaître quand il rentre dans les magasins. On va connaître son nom, on va savoir ce qu'il a acheté auparavant, voilà, qui il est. Alors lui, il est reconnu non pas par les RFID, mais par l'iris de son œil. Mais bon, on peut imaginer aujourd'hui qu'entre les RFID, les téléphones mobiles et ce qu'on appelle les beacons, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui sont posés en intérieur des magasins, on peut comme ça suivre à la trace une personne dans l'espace physique. Voilà. J'accélère, vous avez remarqué. Hein. Je passe au point suivant qui est la question de la vidéo. Alors, restons réalistes, la télévision est toujours le média principal. Hein, c'est-à-dire là où les internautes regardent en moyenne 3 heures par mois, les spectateurs de télévision regardent 3 heures par jour. Donc on voit bien qu'il y a quand même une disproportion. Il y a 8 millions de spectateurs qui au même moment regardent Dr House. Donc on est dans des situations où, bon, je ne parle pas de la finale de la Coupe du Monde de foot, à l'échelle du monde, hein, parce que si c'était en France, il faudrait que
la France soit partie prenante. Mais rappelez-vous, enfin, je ne sais pas si vous avez connu la finale 98, bon ben voilà, il y avait 90% des Français qui étaient devant leur poste de télévision. Ils n'auraient pas été devant Internet. Par contre, ça change très vite. Et ce qui est important, c'est de voir ce qu'on appelle les signaux faibles. En prospective, les signaux faibles, c'est, bon d'accord, ce n'est pas encore majoritaire, d'accord, mais si on n'en tient pas compte, il va se passer des choses qu'on n'aura pas prévues. Or, dans le signal faible aujourd'hui, il y a le fait que les jeunes, les 15-18 ans, 15-24 ans, eux regardent de plus en plus la télévision sur leurs appareils mobiles ou sur leur ordinateur, leur tablette, enfin bon, sur tout ce qu'ils peuvent utiliser. Et ça, ce que ça change profondément à la télévision, c'est l'idée que je choisis l'heure à laquelle je vais regarder mon programme. C'est le replay. Et on commence à avoir des émissions de télé qui sont plus vues en replay, c'est-à-dire dans la semaine qui suit, qu'elles ne sont vues au moment de la première diffusion. Et la deuxième chose à dire sur la vidéo, c'est ce phénomène de convergence. C'est-à-dire on a trois grandes industries, l'industrie des télécoms, l'industrie de l'informatique et l'industrie des médias, qui, à un moment donné, sont en train de converger autour d'un même type de relation avec les usagers et donc d'un même type de modèle économique. Or, ces trois industries sont de tailles complètement différentes. Grosso modo, entre les télécoms et l'informatique, elles sont à peu près de même taille, mais elles n'ont pas les mêmes missions. L'informatique est en fait complètement dérégulée. Il n'y a pas de loi qui encadre l'informatique, il n'y a pas de loi qui encadre les algorithmes, il n'y a pas de loi qui encadre la dispersion de systèmes numériques. Par contre, pour les télécommunications, il y a la notion de service universel. Il faut que tout le monde puisse accéder à certains services, notamment l'annuaire, l'appel aux pompiers, enfin des choses comme ça. Et puis on a une autre industrie qui est celle qu'on a tendance, nous, à croire comme principale, qui est l'industrie des médias, parce qu'on la regarde, parce que ça fait partie de notre quotidien, mais qui, d'un point de vue économique, est un nain de jardin à côté, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc il faut là aussi se méfier entre la portée, disons, idéologique ou la portée culturelle d'une industrie et sa réalité dans l'équilibre industriel, ou plutôt dans le déséquilibre industriel. Et donc l'industrie du média, dans cette convergence, est celle qui risque de perdre le plus. D'ailleurs, très concrètement, on voit que c'est Xavier Niel, multimilliardaire français ayant obtenu son argent dans la Free, enfin donc dans les télécoms, ou plutôt dans la fusion informatique-télécom, qui a racheté le journal Le Monde, le Nouvel Obs, enfin toute une série de systèmes d'information. C'est Jeff Bezos, le président de Amazon, qui a racheté le Washington Post. C'est Patrick Drahi qui, parce que tout ce qu'il a gagné avec SFR, a racheté Libération. Donc on voit bien que les médias aujourd'hui ne sont plus indépendants des deux grandes industries de la diffusion. Or, ces deux grandes industries, l'informatique comme les télécommunications, vivent de la trace. Rappelez-vous, ce sont des industries de la trace aujourd'hui qui récupèrent des données pour utiliser leur capacité de capter des données et le revendre à l'industrie de l'influence. Or, les médias, globalement, depuis plus d'un siècle et demi maintenant, vivent de la publicité, principalement, bien plus que de l'achat de leurs lecteurs. Et donc, ce sont à nouveau les deux grandes industries de captation des traces qui vont dominer les médias par est-ce qu'elles leur vendent correctement de la publicité? C'est elles qui décident, enfin, etc., etc. C'est le fameux système des mégadonnées dont j'ai parlé. L'autre aspect, c'est que dans la vidéo, c'est l'utilisation du second écran. C'est-à-dire maintenant, il est devenu systématique qu'on ait effectivement un premier écran qui permet aux gens d'être ensemble et de regarder quelque chose ensemble, de faire une pizza party pour une finale de match de foot, en buvant de la bière. Oh, plein de femmes qui font les pizza parties et qui boivent de la bière devant les matchs de foot le jour des finales. Et puis à côté de ça, d'avoir un deuxième écran pour continuer à tweeter, à échanger, à participer, y compris au spectacle qui nous est donné sur le premier écran, mais par un deuxième écran. Donc, une voie de retour, une capacité des gens à interagir, y compris avec le programme principal, et dans les rêves de certains, la capacité à modifier le programme principal par l'action conjointe des internautes qui utiliseraient un second écran. Ce n'est pas tout à fait toujours réalisé.
quoique dans les jeux vidéo, c'est ce qui commence à pouvoir se mettre en œuvre. Alors parmi ces questions autour de la vidéo, nous avons bien évidemment le cas YouTube, créé en 2005 pour distribuer cette vidéo, première vidéo sur YouTube. La petite histoire, parce que toujours agréable les légendes, même si elles sont apocryphes, c'est que Jawed Karim, qui est là, voulait envoyer des vidéos et il ne trouvait aucun système pour partager ces vidéos avec sa famille. Donc il a dit, s'il n'y en a pas, je vais le créer. Là aussi, les meilleures idées, les meilleurs systèmes, c'est toujours des gens qui résolvent un problème qu'ils ont eux et qu'ils ont les capacités techniques de mettre en œuvre. Voilà. Alors, juste une petite vidéo qui a été faite pour les 10 ans de YouTube, qui montre un peu cette histoire de la vidéo sur YouTube. When we first started, it was just trying to share these clips with one another. We saw the power of simplifying a process and giving everyone a solution. Hi YouTube, we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans leur histoire, c'est la montée en flèche, montée des vues et montée des vidéos déposées, qui est un des critères majeurs du succès de YouTube. A montré aussi que sur YouTube, on va trouver tout depuis Charlie a mordu mon doigt jusqu'à les présidentielles des États-Unis, le Yes We Can. Le fait de pouvoir offrir la possibilité d'accès aux vidéos à tout créateur, indépendamment des structures. Vous reconnaissez là cette utopie d'horizontalité. Bien sûr, l'usage de la vidéo comme preuve, comme témoignage au moment des événements. Le multi-support. « 4 milliards de vidéos par jour ». On est en 2012, maintenant c'est beaucoup plus. C'est presque un flux permanent. D'ailleurs, ce qu'ils ont inventé depuis, c'est l'enchaînement des vidéos. Si on n'arrête pas la vidéo, il y a enchaînement permanent. Si ça vous rappelle l'économie de l'attention dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le fait que le système technique fait en sorte que vous restiez toujours agrippé vers lui, c'est donc cet enchaînement des vidéos. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est « We provide the platform, you provide the inspiration », qui est donc le message lancé par cette autocongratulation anniversaire de YouTube. Et c'est l'idée du « user-generated content », c'est-à-dire que ce sont les usagers qui ont fait YouTube. Voilà. À l'origine, avec des caméras, des choses voilà, comme ça. Hier, j'ai été voir 8 444 000 vues pour cette vidéo. Voilà. Sur YouTube. Hein? Voilà. Donc là, on a... À côté de ça, ce qui est le grand succès de YouTube, c'est d'avoir constitué une immense bibliothèque. Et ça doit nous interroger. Ça doit vraiment nous interroger. Pourquoi les bibliothèques ne l'ont pas fait? Pourquoi les universités ne l'ont pas fait? Pourquoi tous les systèmes publics dont le métier c'était de rendre commun l'accès à la connaissance n'ont pas constitué cette immense bibliothèque qui est celle de YouTube, où on retrouve des images d'archives de tout ce qui a été filmé depuis les débuts des films, de tout ce qui s'est passé, des archives politiques, des archives culturelles, des archives artistiques, à côté de la production user-generated content, les choses que font les gens, on a aussi eu un dépôt, un archivage, une immense bibliothèque. Moi, ça ne me lasse pas de m'interroger sur pourquoi ils l'ont fait et pourquoi les systèmes publics dont c'était le métier ne l'ont pas fait. Voilà.
Oh, j'ai foncé, hein. Voilà, j'ai foncé plus que d'habitude. Je ne croyais pas en arriver là si tôt. Alors, on va pouvoir ralentir, si ce n'est que sur toutes ces questions-là, il y a 2 ans, j'ai fait un cours entier sur YouTube, donc où je montre toute une série de ces vidéos emblématiques qu'on a pu voir dans la frise. Donc, ceux que ça intéresse peuvent s'y reporter. Alors, avec ça, vous voyez qu'on va toucher à quelque chose d'autre qui est la question des médias sociaux. Pourquoi je dis médias sociaux alors que de nombreuses personnes utilisent le terme de réseaux sociaux? Alors ça me semble quelque chose d'assez important. En sociologie, les réseaux sociaux, c'est la manière dont des individus sont interconnectés entre eux pour toute une série de raisons. Ça peut être la famille, ça peut être le clan, ça peut être appartenir au même lieu de travail, ça peut être, etc., qui constituent des réseaux entre eux, appartenir au même syndicat, appartenir au même parti. Enfin, vous voyez, il y a toute une série de structures qui constituent les gens comme des réseaux. Mais ce qui est important dans la théorie des réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les structuring holes, les trous structurants. C'est en fait comment, quand 2 réseaux ne sont pas interconnectés, on va découvrir qu'il y a un trou structurant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que si on le comble, alors on va construire un réseau plus fort, plus capable d'agir dans le monde. Et par exemple, la Banque mondiale, qui a fait beaucoup pour la remontée de cette théorie sociologique, s'en servir en termes managériaux, dans les années 90, donc la Banque mondiale était appuyée sur cette notion de réseaux sociaux, son travail c'était ça, repérer le trou structurant et essayer de le combler. Donc on a là un travail où on a des humains et la volonté de combler des trous structurants. C'est-à-dire, on va alors ça existe dans plein de choses. Par exemple, en sciences, quand on a 2 domaines scientifiques, on peut légitimement penser que c'est au carrefour de ces 2 domaines qu'à un moment donné va se construire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est important. Hein, c'est de construire des idées nouvelles, regarder le monde avec des regards différents, nouveaux, qui vont faire avancer le mode de la science. Ce n'est pas du tout ça que nous avons sur nos fameux médias sociaux. Ce n'est pas du tout ça, c'est des grappes. On a bien des grappes de personnes, vos grappes d'amis, et qui sont disjointes. Et personne, le média social lui-même, la plateforme lui-même ne cherche pas du tout à rapprocher ces grappes. Elle cherche au contraire à définir à l'intérieur de chaque grappe quel est l'influenceur. Quel est celui que les autres vont donner le plus de likes, le plus de retweets, la meilleure e-reputation, le plus grand nombre de contenus qui fait qu'il va être tweeté plus souvent, etc. Quitte à utiliser des robots pour faciliter ces retweets, cette réutilisation, avec des faux comptes, enfin, mais toute cette dynamique dont on verra tout à l'heure les effets politiques, mais toute cette dynamique computationnelle, en fait, pour construire des influenceurs à l'intérieur des réseaux. Enfin, des réseaux, des grappes, disons, plus que des réseaux. Donc, de les réorienter avec une tête de réseau. Voilà. Et ça, c'est le travail des médias. C'est le travail des médias, c'est-à-dire qu'il va sélectionner pour les gens d'une certaine grappe, au lieu d'être des médias qui sélectionnent pour les masses médias, donc pour l'ensemble des gens, c'est grappe d'amis par grappe d'amis, essayer de sélectionner quelles sont les choses qui vont, dans cette grappe d'amis, qui vont intéresser le plus les gens. Celles qui les font bouger, celles qui les font mettre des likes, celles qui les font retweeter, celles qui les font faire un commentaire, et ainsi de suite. Donc on est dans une dynamique complètement différente, en fait, de celle des réseaux sociaux au sens sociologique. On est bien dans une dynamique de médias. Les médias sont ce qui met les choses à l'ordre du jour. Et là, en l'occurrence, si vous prenez Facebook, par exemple, il y a un algorithme qui s'appelle Edge, dont le métier principal est de choisir quels sont les 10 ou 20 posts de vos membres de votre grappe, de votre réseau d'amis, quels sont les 10 ou 20 posts qu'on va vous présenter. Alors vous pouvez, certes, il y a un bouton où on peut les avoir tous dans l'ordre chronologique. Et là, on s'aperçoit qu'on rate beaucoup de choses, en fait. Donc comment l'algorithme de Facebook a-t-il choisi les 10 ou 20 ? C'est un média. C'est un média. Donc comment un média, un journal va choisir ce qu'il y a sur sa une ? Il va le choisir parce que c'est ce qui va faire vendre le plus. Comment Facebook choisit les 10 ou 20 ? C'est ce qui le fait fonctionner le plus. Donc vendre le plus. Et fonctionner le plus pour
un média social, c'est vous faire revenir en permanence. Donc comment faire en sorte que vous soyez là, que vous reveniez tout le temps avec ce qu'ont mis en place vos amis. Il y a une vieille ancienne de la sociabilité, Tonton Georges. On ne va pas parler politique le soir du réveillon, enfin. Voilà. Ça veut dire en substance que c'est toujours le plus petit dénominateur commun qui forme la sociabilité. C'est parler de la pluie et du beau temps quand on parle avec sa boulangère. Voilà. Et ça, c'est une base, hein, c'est ce qui fait que nous sommes capables d'être une société et de vivre ensemble. D'accord ? Si on ne parlait que des choses qui fâchent, ça serait la guerre, catastrophe. D'accord ? Donc c'est bien parce qu'il y a cette sociabilité qui nous permet de parler. Les Anglais utilisent un très beau terme, ils disent « small talk », la petite parole. Et c'est un très beau terme pour dire ça, voilà, nous parlons, nous échangeons, mais en fait nous ne nous disons rien. Eh bien, ces médias sociaux, leur meilleur moyen de vivre, c'est de faire en sorte que les gens se parlent et ne disent rien. C'est donc les lolcats, les chats, c'est donc les choses drôles, les choses qui font rire, enfin, tout ce qui est fort agréable et dont on peut parler pendant des heures et des heures, surtout si on a un peu bu de champagne le soir du réveillon, sans qu'on se fâche. Voilà. Donc dans toutes les familles, partout. Donc ça, c'est ça, et c'est une structuration de médias, ça, il faut bien le comprendre. Il y a une deuxième chose qui fait que c'est un média et pas un réseau social. C'est que le réseau social, c'est des individus qui se choisissent. Là, c'est une plateforme qui vous choisit. C'est-à-dire, quelque part, vous rentrez dans la plateforme qui fournit la plateforme, l'algorithme, le type de personnalité que vous allez être dedans. Vous ne mettez pas les mêmes informations sur vous, sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram. Et puis, le type de contenu que vous allez pouvoir mettre à destination. Alors, vous ne savez plus trop à destination de qui. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup d'amis. Parce qu'au moins, il y en a un certain nombre dans le tas des beaucoup qui vont peut-être être touchés, ou au contraire, l'intérêt d'en avoir très très peu, mais c'est des très proches. Voilà. Et donc, on est sans arrêt dans cette bascule, avec le fait qu'en plus, on est dans un système public. On est dans un système public, c'est-à-dire que quand on croit parler à ses très proches, on peut en fait, en réalité, parler à beaucoup plus de gens, parce qu'ils peuvent redistribuer. Je vais y revenir, justement, sur derrière cette question des médias sociaux, donc, quelle est la question de l'identité? C'est quoi notre identité? Vous, c'est qui? C'est compliqué. C'est-à-dire, c'est pas simple du tout de se dire qui on est. D'abord parce qu'on va changer dans la vie. On ne pense pas toujours la même chose, on ne se comporte pas pareil, on apprend, on fait des erreurs, on revient en arrière, enfin bon. Mais aussi parce que ce qu'on est, c'est la manière dont on va réagir avec les autres. Et puis ce qu'on est, Rimbaud disait « je est un autre ». C'est-à-dire, Freud l'a dit, il y a l'inconscient. Et puis ce qu'on peut dire en sociologue, c'est ce que dit Erving Goffman, il y a ce qu'on donne et il y a ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage, c'est quelque part, c'est inconscient. Voilà, on est avec des gens, on est dans une conversation, on est dans un lieu public, ça, mais on va dégager des choses qui ne tiennent pas à ce que l'on va dire, qui ne sont pas... Et vous savez tous autour de vous des gens où vous sentez qu'ils disent quelque chose, mais qu'en fait, ils ne sont pas dans ce qu'ils disent. Ils n'y croient pas. Voilà, ils ne dégagent pas la même chose que ce qu'ils disent. Comment ça, cette distinction, cette construction de soi et cette apparence de soi, ce qu'on va faire, ce mélange entre ce qu'on donne, donc ce qui est volontaire, et ce qu'on dégage, qui est involontaire, inconscient. Comment ça se réalise à l'intérieur des réseaux sociaux, ça? Parce que dans les réseaux sociaux, il y aurait en principe que ce qu'on donne. Ce que l'école de Palo Alto distingue en disant qu'il y a l'analogique et le digital. En disant l'analogique au plus, c'est la coprésence, c'est l'hypnose. Et le digital au plus, c'est le message écrit. Donc voilà, là c'est le contenu, il n'y a que le contenu, on n'a plus la personne. Mais il y a toute une chose entre les deux, donc des gens qui sont dans un groupe, et y compris dans un groupe comme ça, ceux qui se taisent, comme dit Paul Watzlawick, non, c'est Bateson qui dit ça, enfin, c'est la même école, dit, voilà, dès qu'on communique, c'est qu'on entre dans l'orchestre. Et quand on ne joue pas un instrument dans l'orchestre, il est quand même là, il est présent, et il va attendre le moment où ça va être son tour de jouer sa partition. Voilà. Donc, le simple fait d'être dans un groupe nous mélange entre l'analogique et le digital. Sur le numérique, voilà, on n'a que le digital en quelque sorte. C'est-à-dire on n'a que le message qu'on accepte de transmettre, la manière dont on veut se présenter aux autres. Oui, quoique les autres parlent de vous. Et les autres
construisent votre image autant que vous. Ils peuvent avoir décidé de mettre des photos de vous. Pas vous, vous n'avez pas décidé. Ils peuvent taguer votre nom sur des photos où vous apparaissez. Donc, ils construisent l'image que vous avez autant que vous-même faites des efforts pour la construire et pour apparaître. Deuxième question qui est complexe, celle de la vie privée, et je vais me référer encore au même sociologue Erving Goffman, pour qui un des éléments essentiels, bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le small talk, là, la petite parole qui nous permet de sociabiliser. Oui, mais il y a une autre chose qui est importante, c'est justement l'absence de parole, c'est ce qu'on appelle l'inattention civile. Vous êtes assis à une terrasse de café et vos voisins à la table d'à côté s'engueulent. Ça arrive. Vous n'allez pas vous en mêler. Vous faites semblant de ne pas faire attention. Vous êtes dans le métro, il y a des gens qui se mettent à causer de quelque chose. Vous faites comme si vous n'écoutez pas. Vous entendez peut-être, mais vous essayez de ne pas... Vous êtes dans l'ascenseur, vous ne regardez pas droit dans les yeux celui qui est dans l'ascenseur avec vous. Enfin bref, vous construisez la société, la capacité à vivre ensemble, justement en ne faisant pas attention, enfin, en s'efforçant de ne pas faire attention à votre voisin. Alors ça a des effets parfois dramatiques où il faudrait faire attention parce qu'on a quelqu'un qui va mal et on dit c'est pas mon problème, c'est pas moi, je continue droit devant, etc. Là aussi, c'est une question, la société, ça n'est qu'une question d'équilibre en fait entre des tendances contradictoires. Voilà. Donc comment la vie privée, elle a besoin de ça. Comment ne pas faire attention à quelque chose qui est posté sur Facebook et qui arrive sur votre fil? Et est-ce que vous allez réagir, pas réagir, mettre un commentaire, ne pas en mettre, liker? Enfin, vous voyez, on a toute une série d'attitudes qui deviennent possibles. Comment on reconstruit cette inattention civile, c'est-à-dire le fait de faire société? Et ça, c'est pas évident du tout. Alors, il y a la punition du groupe. Vous êtes un groupe d'ados. Ça a été étudié, ça, par Elisabeth Schneider, qui a fait une étude sur les cris des adolescents, ici à Caen. Et elle montre que quand, dans un groupe, il y a des gens qui disent quelque chose, en général sur des histoires d'amour et des peines de cœur, et il y en a qui doivent se permettre de dire quelque chose, et puis il y a le béné de service qui va faire un commentaire, et lui, il n'était pas autorisé, en fait. Il aurait dû le savoir. Il aurait dû comprendre ce qu'est l'inattention civile dans ce cas-là. Il n'est pas assez proche pour avoir le droit de dire quelque chose dans ce cadre-là. Voilà. Et donc ça, on apprend les formes de sociabilité qui sont différentes. Et dans ces formes de sociabilité, il y a donc la définition de ce qui est privé et ce qui ne l'est pas, alors qu'on est dans un espace public. Mais, je crois que c'est là, c'est dans celui-là. Oui, la vie privée, ça se fait dans un espace public. Si je vais dans une manifestation, c'est public. Mais moi, je suis une personne privée. Et c'est ma vie privée. Personne ne devrait avoir le droit de dire « j'ai vu Hervé Lecronier à telle manifestation ». Et quand en photographie, par exemple, quand on photographie une manifestation, on ne photographie pas une personne, sinon il faut lui demander son accord. On photographie un ensemble de personnes. Après, qu'on nous voit dedans, bah oui, il faut assumer aussi. Hein. Mais vous voyez, il y a toute une série de règles dans la société qui font que la vie privée ne s'arrête pas à la porte de sa chambre. Or, on voudrait aujourd'hui renvoyer la notion de vie privée à ce qui est dans la chambre quand vous avez éteint les appareils numériques et que vous faites ce que vous voulez dans votre lit. D'accord ? Non, la vie privée, c'est public. C'est quand on est au café du commerce et qu'on raconte des bêtises après 3 ricards, c'est la vie privée. C'est pas la même chose que si vous êtes en train de raconter des bêtises devant des étudiants quand c'est filmé. C'est pas pareil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a des entreprises qui sont en train, de détruire ce concept de vie privée. Alors c'est le patron de Google qui dit, si vous avez quelque chose à cacher, vous n'aviez qu'à pas le faire. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas qu'on a quelque chose à cacher, la vie privée. C'est qu'on n'a pas envie de montrer tout ce qu'on fait. Je veux dire, on met des portes aux toilettes. Hein. Donc voilà, c'est... Et puis, 2, vous aviez qu'à pas le faire. Attends, je veux dire, c'est pas le problème de Google de le décider, ça. Donc, d'un premier temps, ils détruisent la notion même de vie privée, et dans un deuxième temps, ils exploitent la notion de vie privée. C'est-à-dire, tout ce qu'on va faire en privé sert à améliorer notre profil
qui servira à l'industrie de l'influence, comme j'en ai parlé dans le cours sur la publicité. Et donc, notre profil, il est nourri, par exemple, de nos mails, qui sont typiquement de la vie privée. Google ne lit pas nos mails, il les exploite. C'est-à-dire, il récupère des mots, et à partir de ces mots, il enrichit notre profil. D'accord? Donc, c'est sémantiquement proche, hein, mais bon, voilà. Alors, tout ça, ça se fait dans des espaces publics en réseau. En fait, ces plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc., construisent des espaces publics en réseau qui ont... Il y a quelque chose de radicalement nouveau dans ce type d'espace public, c'est que c'est à la fois l'endroit où il y a un réseau d'individus, c'est un endroit presque au sens géographique. Sauf que dans la géographie topologique, on est là côte à côte. Là, nous avons un endroit qui est le fait que nous sommes ensemble dans cet amphi. Enfin, du point de vue numérique, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en décalé, etc., il crée un lieu aussi. Il n'est pas plus ou moins actif que vous n'êtes. Bonjour. Voilà, il regarde. À d'autres moments dans l'interaction, on peut se parler quand on est ensemble, donc on crée un lieu, mais aussi on peut se parler à distance, par exemple en s'envoyant des SMS quand on se déplace, quand on voyage, etc. On maintient le contact, c'est-à-dire quelque part on maintient un lieu commun, un espace public commun entre deux personnes, alors qu'elles sont en train de voyager. Et puis en même temps, c'est des espaces publics au sens où c'est ce qu'on appelle des communautés imaginées. Typiquement, de communauté imaginée, c'est la nation. Ça n'existe pas, la nation. C'est juste une communauté qu'on construit en fonction des événements, en fonction de l'histoire, en fonction du fait de se sentir, à un moment donné, le besoin d'être une nation qui va entrer en guerre ou au contraire se protéger. Enfin, vous regardez l'histoire et vous voyez bien tout ce que font les nations et les nationalismes. Voilà. Donc c'est une communauté imaginée qui n'existe pas vraiment comme communauté, mais qui a... Bon, quand on parle sur Facebook, on parle à une communauté imaginée. On s'imagine à un nombre de gens qui sont ceux qui sont nos amis. La réalité, c'est que ça peut être complètement autre chose. Ça peut être tout à fait d'autres personnes que ceux que l'on a imaginés. Donc on a cette multiple contradiction d'un espace public, donc un lieu où on peut parler. D'ailleurs, on va voir dans la dernière partie que ça amène des effets politiques très importants, mais voilà, qui a quand même des qualités différentes de construire des relations. Alors c'est ce qu'on appelle des affordances. Les affordances, c'est en fait qu'un objet inclut en lui-même sans l'inclure forcément. La différence entre une chaise et un fauteuil, c'est qu'un fauteuil, il vous donne envie de vous avachir, tandis qu'une chaise, il vous oblige à rester droit et à travailler, ou à être mangé à table. Enfin voilà. La différence entre une chaise et un fauteuil, elle est là. L'affordance d'une vitre, si on met entre vous et moi une vitre, eh ben, c'est qu'on va pouvoir se parler par geste. Ou alors on va briser la vitre. Il y a toujours plusieurs possibilités. Une affordance, ça n'est pas obligatoire, mais disons qu'il y a une tendance, ça aspire des usages. Quelles sont les affordances des médias sociaux? La première, c'est la persistance. Ce qu'on va écrire aujourd'hui va rester. Ça va rester très longtemps. Donc on ne sait pas à quel moment quelqu'un va ressortir ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Alors, c'est bien quand on est dans de l'écrit volontaire, quand on écrit un article, quand on écrit un livre, quand on fait une vidéo, etc. Quand c'est la vie au quotidien, quand c'est justement le média d'usage quotidien, le fait qu'on s'en sert le matin quand on se réveille, etc., c'est un peu plus compliqué de gérer cette idée que les grandes pensées qu'on a eues au matin vont rester là pendant des années. Et d'ailleurs, régulièrement, Facebook vous rappelle ce que vous avez dit tel jour, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Il n'oublie pas. Voilà. Deuxième affordance, c'est la visibilité. Quels sont les gens qui peuvent suivre ce que vous mettez sur un média social? Alors certes, sur Twitter, il y a vos followers. Oui, mais si votre tweet est retweeté, vous ne savez plus, après, qui va suivre. Donc alors vous pouvez l'espérer quand vous voulez augmenter votre e-reputation,
À ce moment-là, vous espérez que ça va être tout plein retweeté, qu'il va y avoir plein de gens nouveaux et qui vont devenir vos followers. Mais en tout cas, vous ne le savez pas. Vous êtes réduit à imaginer cette affordance de visibilité et ce qu'elle va faire pour vous en fonction de vos objectifs. La diffusion. La diffusion, ça va être la capacité avec laquelle, en fait, un message que vous avez porté, par exemple une vidéo, par exemple une image, etc., va être reprise par d'autres et rediffusée, redistribuée. Donc, comment on écrit sur le mur des autres en prenant une vidéo de YouTube, etc., etc. Et enfin, le dernière affordance, c'est la recherche. On peut googliser tous les individus, et à partir de ça, retrouver leur page Facebook, s'ils ont mis sur Twitter, et essayer de cerner comme ça leur personnalité. Il paraît que c'est une pratique qui existe dans les recrutements de plus en plus fréquemment. C'est quand même un peu compliqué, quoi. On n'est pas sûr d'être tout à fait dans une logique de droits de l'homme si on mélange, surtout si on ne sait pas forcément analyser, ce qui est de l'ordre de l'expression privée et ce qui est de l'ordre de l'expression publique, celle qu'on va avoir dans le travail. Alors, c'est quoi le business de Facebook? Eh bien, c'est de faire vivre ses partenaires, et ses partenaires, c'est ceux qui le payent. Encore une fois, là, je crois que je l'ai déjà dit, le client, c'est celui qui paye. Et celui qui paye, c'est pas vous, donc c'est quelqu'un d'autre. C'est celui qui fait de la publicité. L'organisation de Facebook, c'est en fait de, à la fois, vous donner quelque chose de sympa, vous échangez avec vos amis, mais en même temps, de faire en sorte que cet échange rapporte à son client. Et c'est la même chose que TF1. Hein. TF1, s'il arrive à vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, c'est parce que ces programmes intéressent les gens qui regardent TF1, qui d'ailleurs sont dans une bulle de filtre qui est différente, comme j'ai parlé la semaine dernière, de la bulle de filtre des gens qui regardent Arte. Okay. Mais au moins tous ceux qui vivent de la publicité, comme TF1, leur métier, c'est d'essayer de vous donner ce que vous voulez. Donc, on a une tendance à l'enfermement intellectuel. J'ai parlé tout à l'heure de l'enfermement de la sociabilité par le small talk, on parle de choses de moins en moins importantes, ou de l'enfermement intellectuel qui va avoir des conséquences ensuite, par exemple, quand on va aborder dans la deuxième partie les questions des campagnes électorales. Alors, en même temps, ce modèle-là permet à Facebook d'être le pays le plus peuplé. Il y a 1,7 milliard maintenant. C'est d'ailleurs plus que l'Inde et la Chine. Voilà. Qui dit pays dit capacité à distribuer une carte d'identité. Ah oui. Vous avez remarqué maintenant qu'on pouvait tout faire. Connectez-vous avec Facebook. Donc c'est Facebook qui est là pour vous distribuer votre carte d'authentification qui dit que c'est bien vous et qui va être capable de vous faire rentrer dans le cyberespace, ce monde dans lequel Facebook est le pays le plus peuplé. Facebook peut se servir de nous comme des cobayes en permanence. Alors on l'apprend petit à petit parce que de temps en temps sortent des publications scientifiques. On s'aperçoit que les gens de Facebook vont tweaker leur algorithme, modifier légèrement pour essayer de montrer quelque chose. Il y a eu une expérience qui a été faite quand même avec 700 000 cobayes. 700 000 personnes dont on a modifié volontairement le flux des 20 et quelques posts que l'on met sur leur page d'accueil. Et on l'a fait pour ne passer que parmi ce que disent vos amis, ce que le système, l'algorithme pouvait repérer comme étant d'un mood triste. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, les gens qui ont reçu les nouvelles tristes, ils écrivent des nouvelles tristes. Les gens qui ont reçu des posts tristes, c'est la contagion des émotions. On a fait donc cette expérience avec des cobayes non volontaires, non prévenus, mais on montre aussi la puissance de ces médias sociaux, c'est-à-dire leur capacité à influencer les personnes, y compris dans des choses très intimes, hein, comme la joie ou la tristesse. Voilà. Et on s'aperçoit aussi que du point de vue du récepteur, là ce que je vous ai mis dans le diapositive préférence, c'est du point de vue de l'émetteur. Donc on modifie l'émetteur et on voit le résultat sur le récepteur. Mais que sur le récepteur lui-même, selon qu'il va agir, être actif, il va être plus content.
Et s'il est juste passif, s'il reçoit l'information lui-même, il va se sentir isolé de facto. Alors ça, c'est quand même des trucs importants, parce qu'on dit on a un réseau social, mais ce qui fait qu'on se sent dans une amitié avec des gens, qu'on n'est pas seul, c'est le fait d'agir et pas le fait de recevoir. Pas le fait d'être quelqu'un qui est passif. Voilà. Et ça, je crois que c'est la pause. C'est ce qu'on va introduire dans la partie suivante. Ah, j'ai foncé là. Hein.